table. Une émission proposée par Hype FM. La volonté de l'État français de légiférer sur la négation du génocide arménien a été réaffirmée cette semaine par 2 fois et avec force. En Turquie même, où François Hollande, en voyage officiel, n'a pas hésité à confirmer sa promesse de faire voter une loi sur cette question, un engagement répété ensuite à Paris par la ministre de la Justice lors du dîner annuel du CCF à Paris. Nous allons revenir ce matin sur ces différentes déclarations avec les coprésidents du CCF. Arat Oranian, bonjour. Bonjour. Et Moujad Papazian, bonjour. Bonjour. Et nous allons commencer par le voyage d'État de François Hollande en Turquie avec notre envoyé spécial, Valtin Keprelian, bonjour. Bonjour Asmik, bonjour tout le monde. Alors vous faisiez partie de la délégation présidentielle, vous avez donc été aux premières loges pour recueillir les propos du chef de l'État et observer les réactions tant du côté français que du côté turc. Sans plus attendre, nous allons revenir sur la toute première conférence de presse. C'était lundi après-midi à Ankara, conférence de presse conjointe des présidents français et turcs. Il a alors été demandé à François Hollande ce qu'il avait l'intention de faire sur la pénalisation de la négation du génocide arménien. Racontez-nous les coulisses de cette question. Comment elle a été posée, les coulisses des médias? Alors, il faut dire que c'est un grand groupe de journalistes qui est parti de France. Évidemment, tous les journalistes qui suivent l'Élysée, représentant la presse écrite, les télés, etc. Et c'est vrai que on discute ensemble pour voir quelles sont les questions les plus appropriées, les plus importantes qu'on doit poser à cette occasion. Et évidemment, ce qui intéresse souvent les journalistes français, c'est les questions de chômage, c'est les 2 djihadistes qui sont partis via la Turquie vers la Syrie. Alors que nous, on considère que quand même 22 ans après Mitterrand, c'est une visite assez historique et qu'il fallait poser les bonnes questions, pas seulement sur le génocide arménien, mais sur l'entrée de la Turquie en Europe. Ça a été posé à la fin, mais voilà, il y avait une divergence de vue entre ce qui est important selon certains ou selon d'autres. Et surtout, ce qui est important sur la scène internationale, puisque c'est un voyage d'État, d'un chef de l'État dans un pays étranger, donc les questions un peu franco-françaises ne sont peut-être pas prioritaires. Mais ceci dit, on comprend que les journalistes français aient un rapport à donner par rapport aux chiffres du chômage qui tombaient le soir même. Ça peut se comprendre, mais quand même, c'est un voyage historique. Et il y a débat, et puis à la fin, les journalistes français... on peut s'en étonner, ce sont les journalistes turcs qui étaient les plus sensibles à la question du génocide. Évidemment, l'entrée de la Turquie en Europe également, la situation interne à la Turquie également. Mais les journalistes turcs, c'est eux qui ont fait la bonne surprise de poser la bonne question, aussi bien à Gül qu'à François Hollande, et c'est grâce à eux. Mais il faut dire quand même que François Hollande, sans que la question soit posée, il a quand même évoqué la question de la mémoire. Mais c'était un passage rapide, il faut le dire. Et l'occasion était venue avec cette question. Donc avant même qu'on lui pose la question, François Hollande a appelé la Turquie, a exhorté la Turquie à effectuer son devoir de mémoire, son travail de mémoire. Non, tout simplement, il a été question de l'importance de la mémoire dans les débats que nous avons, nous Français, avec les Turcs. Et d'ailleurs, Gül, il a rappelé, quand la question a été posée, il a commencé par dire, pendant nos entretiens restreints ou élargis, nous avons évoqué toutes les questions, dont celle-ci, donc la question de la loi. Donc, la question est posée clairement au président français et il répond « Nous avons l'intention d'écrire le droit et rien que le droit. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, au début, c'était pour moi très flou. Le droit, rien que le droit, tout le monde doit respecter le droit. Mais quand il a enchaîné avec cette décision cadre 2008 de l'Union européenne, il m'a semblé qu'il avait quelque chose de clair dans l'esprit. Il me semble aussi qu'après le coup porté par le Conseil constitutionnel il y a 2 ans plutôt, après le coup porté par la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être que, je me suis dit, l'Élysée a trouvé la bonne option, c'est d'aller sur un terrain nouveau auquel personnellement je n'avais pas pensé. Je pensais qu'un nouveau texte allait être apporté, et c'est peut-être l'information de ce voyage. C'est la décision cadre 2008 de l'Union européenne qui doit être transposée dans tous les États, de toute façon, de l'Union européenne, dont la France. Alors, je me tourne maintenant vers vous, messieurs les coprésidents. Cette annonce du chef de l'État, qui n'est pas une nouveauté, mais elle comporte un volet plus précis,
une volonté clairement affichée de transposer dans la loi française cette décision cadre européenne. Ce n'est pourtant pas une nouveauté. Non, ce n'est pas une nouveauté. Le CCAF travaille avec le ministère de la Justice depuis des mois, effectivement, sur la transposition de cette décision cadre, qui doit néanmoins, même si c'est une transposition d'une décision cadre, revêtir un caractère constitutionnel au regard du droit interne français. Et donc, c'est toute la difficulté, parce qu'il y a une réserve qui avait été introduite en 2008, indiquant que pouvait être pénalisée la négation des génocides qui avaient été condamnés par un tribunal international. Ça n'était pas dans la décision 4 originelle. C'est un point qui a été rajouté par la France en 2008. Et donc, ça pose un problème du coup. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que la France lève cette réserve et puisse transposer cette décision 4 pour qu'elle puisse protéger la négation du génocide arménien. Ça semble simple. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Nous avons travaillé avec nos juristes sur la question, avec les juristes de la chancellerie, du ministère de la Justice. Il y a un sujet. Donc le sujet n'est pas nouveau. Il l'a réaffirmé. Vous avez raison de l'indiquer, mais les Turcs savaient avant la conférence de presse que François Hollande n'allait pas éluder ces questions, même s'il les a évoquées de manière très diplomatique, de manière à ne pas effectivement brutaliser la relation avec la Turquie qu'il est venu réhabiliter. Et donc ces questions, les Turcs savaient que ces questions allaient être évoquées. De la manière dont il l'a évoqué, les trois questions, la loi, la mémoire et la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, sur lesquelles il a été assez clair malgré tout. Alors justement, certains ont regretté le manque de précision dans les déclarations de François Hollande et qu'il n'appelle pas, comme on le dit populairement, un chat, et qu'il se contente de parler de devoir de mémoire, des événements de 1915 même, lorsqu'il est intervenu devant les étudiants de l'université Galatasaray. Alors, avant de passer aux commentaires sur ces propos, passons justement à cette intervention devant les étudiants de l'université de Galatasaray, autre moment fort de ce voyage officiel, car c'était pas prévu. Alors, avant d'enchaîner, juste, il y a une question très importante, je pense qu'elle va venir à l'ordre du jour, c'est cette question de la réserve. Il faut pouvoir voir s'il y a vraiment réserve, parce que Michel Alliomarie, évidemment, à l'Assemblée nationale, a déclaré, en répondant à une question à l'époque, que la France allait émettre une réserve, ou avait émis une réserve. Vous parlez de la décision cadre européenne. La décision cadre européenne. Parce qu'on savait plus sur quel sujet vous étiez. Voilà, oui. Donc pour la décision cadre, il faut vérifier si cette réserve existe, parce que selon certaines informations, elle n'existe pas, donc c'est une question importante. Mmh. Alors, moi, par rapport à Galatasaray, il faut d'abord dire que Galatasaray, c'est le fief des kémalistes, c'est pas n'importe quelle université, même si la France a une présence depuis longtemps, depuis De Gaulle ou depuis Mitterrand, je sais pas, à Galatasaray. Il y a des échanges culturels, il y a l'enseignement en français, et dire ici que les événements de 1915, le devoir de mémoire, et dire que si nous faisons un effort dans ce sens de la recherche historiographique, la mémoire, etc., on s'est grandi face à soi-même, à ses yeux et aux yeux des autres. Ce sont des déclarations très importantes, parce que c'est pas une réponse à une question, donc c'est une motivation personnelle de vouloir évoquer cette question face aux journalistes, aux politiques présents, aux hommes d'affaires présents, aux étudiants. Donc là, effectivement, bien préciser qu'il n'y avait pas de question. C'était dans son intervention que le chef de l'État français a choisi de reparler des questions arméniennes, mais encore une fois, sans les nommer précisément. Alors, aujourd'hui, quelques jours après, on s'interroge sur la portée de propos où ça manque de précision malgré tout. Ça manque. Ça ne manque pas seulement de précision, ça manque de force. Ça manque de force symbolique. Ça manque de souffle. Moi, je suis quand même. Je prends acte. Je dis pas que les déclarations de Hollande sur ses engagements sont insignifiantes. J'en suis satisfait que d'une manière assez modérée, dans la mesure où ni le mot génocide, ni le mot Arménie, ni le mot arménien ou Arménie n'a été prononcé durant tout ce qu'on a pu entendre, ou dans la conférence de presse ou à Galatasaray. Alors, je sais que le mot arménien ou Arménie est tabou en Turquie. Je sais que c'est même parfois encore et très largement considéré comme une insulte. Sachant cela, on aurait pu attendre quand même du
président Hollande, qui a l'itinéraire et les engagements que l'on sait par rapport à la cause arménienne, qui ne s'en laisse pas compter sur cette dimension quand même élémentaire. Si on peut pas dire arménien en Turquie, si un chef d'État français ne se prend pas la liberté sans qu'on lui demande de faire une déclaration fantastique, enfin c'était quand même un minimum. Alors pour le reste, c'est vrai qu'il a dit un certain nombre de choses qui sont restées quand même dans le cadre des généralités. Il s'est visiblement il a fait un effort pour ne pas heurter ses interlocuteurs et désarméniser son propos. Il est resté dans un cadre général de la loi, du négationnisme, etc. Tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait, mais c'est quand même resté du point de vue de la force symbolique du message quelque peu en retrait. Alors c'est vrai que voilà, on est resté un petit peu sur notre faim. Et toujours dans le registre de toute manière verbale. Bon, c'est bien, c'est des promesses qu'il avait faites, ce sont des promesses qu'il a réitérées d'une manière un peu plus floue aujourd'hui en Turquie. Maintenant, il faut qu'on passe aux travaux pratiques, quoi. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, même si c'est resté flou, en France, personne n'a été dupe, et en Turquie non plus. Tout le monde sait bien ce qui se cache derrière les mots devoir de mémoire, événement de 1915. Est-ce que l'on n'imagine pas qu'il est impossible pour un président reçu en voyage officiel d'aller plus loin? C'est une question. C'est pas pour justifier, c'est pas pour excuser, mais comment ça marche en fait les voyages et les déclarations diplomatiques? Est-ce qu'on n'est pas soumis à un devoir de réserve très élevé? Je sais pas comment ça marche. Je suis pas diplomate ni au Quai d'Orsay, mais je peux pas imaginer une seule seconde qu'on s'interdise de prononcer le nom d'une nation ou d'un peuple. Oui. Quel que soit l'endroit où on se situe et quelle que soit la situation. Si vous voulez, là, on est quand même. Oui, mais enfin bon, c'est un exercice diplomatique qui a effectivement peut-être satisfait les interlocuteurs turcs, mais du côté arménien, on reste forcément frustré et pour pas dire un petit peu blessé par cette attitude. Alors effectivement, que le mot génocide, tabou entre les tabous, ne soit pas prononcé par un chef d'État lors d'une conférence de presse et d'un voyage officiel en Turquie, on peut le comprendre, mais l'absence du mot arménien, il aurait au moins pu peut-être dire les événements concernant les Arméniens en 1915. C'est vrai que... Dans un pays où l'Arménie et les Arméniens ont été effacés, c'était important de le dire quand même. Alors, votre réaction, Mourad Papazian? On a comparé la posture de Hollande en Turquie à celle d'Obama. Il y a une différence fondamentale et elle est décisive, c'est que Hollande a reconnu le génocide arménien avant d'être élu président de la République et il s'est exprimé sur le génocide arménien après avoir été élu président de la République. Donc pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, contrairement à Obama qui n'a pas prononcé le mot une fois qu'il a été élu chef de l'État. Donc ça c'est un point important. Les Turcs savent quelle est la relation de François Hollande à la cause arménienne, au génocide, aux Arméniens en France et aux Arméniens de France. Ils le savent. Ce voyage a été préparé. Il a été préparé par le ministère des Affaires étrangères et par la cellule diplomatique de l'Élysée. Et donc les Turcs savaient précisément que Hollande n'allait pas éluder la question. En même temps, c'est un voyage d'État qui a pour objectif de relancer, même si le mot est mal choisi, développer, renforcer les relations avec la Turquie. Donc pour le président de la République, il y avait la nécessité en même temps de trouver la bonne équation, en même temps de ne pas renier ses engagements, et puis aussi de faire son job. C'est-à-dire qu'il a emmené des chefs d'entreprise, etc. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est effectivement que les sujets soient évoqués. Sur la question de la loi, il a été clair, il y aura une loi pénalisant la négation des génocides. C'est clair, il l'a dit. Et en réalité, les Turcs le savaient, il l'a dit, il n'a pas renié son engagement. Sur la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, il a été encore plus dur. Moi, j'ai vu la conférence de presse tout du long, et il a bien fait comprendre que il y avait 34 chapitres ou 35, qu'il y en a 12 qui ont été ouverts dans la mandature Sarkozy, qu'il y en a 2 qui ont été ouverts sous sa mandature à lui, et que la France ferait preuve d'exigence, et que la Turquie a beaucoup de chemin à faire. Avec les questions arméniennes. Peu importe, dans sa relation avec la Turquie. Je donne ma réponse, Asmi. Je donne ma réponse. Donc, je dis juste que il a été très clair là-dessus, et à la fin,
il a indiqué que c'est le peuple français qui déciderait. Aujourd'hui, on sait que 85% des Français sont contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et il a prononcé tout au long de son intervention et de son voyage, en fait, effectivement, mémoire, 1915, 2015, année de commémoration, etc. Voilà. C'est juste qu'il y a une équation à résoudre. On regrette tous, évidemment, que le discours est manqué de souffle. On regrette tous que il n'ait pas prononcé le mot génocide arménien. Moi-même, dans mon discours au dîner du CCAF, j'ai dit il n'est pas possible aujourd'hui que la Turquie négationniste interdise à ses partenaires de prononcer le mot génocide arménien en Turquie. Ou au moins arménien. Ce n'est pas possible. Peu importe, ce n'est pas possible. Oui, mais alors... l'important, c'est aussi que les choses ont été dites et surtout que les choses se fassent derrière. Évidemment, concrètement, pour l'instant, il n'y a que des propos et reste à savoir si les propos, qu'ils soient symboliques, concrets ou pas, seront suivis des faits. Puisque là, pour l'instant, on est toujours dans les déclarations d'intention et qu'il n'y a aucun projet de loi encore proposé et mis sur la table. On reste en registre verbal. Alors, toujours sur ce voyage quand même, dans les gestes... fort malgré tout, symbolique malgré tout, puisque même si le mot n'a pas été prononcé, personne n'est dupe, et tout le monde sait très bien. Alors, vous, dans la délégation des journalistes, Valtin Caprielian, comment ont été perçus les propos du chef de l'État? Les journalistes français savent très bien de quoi François Hollande parle quand il dit 1915 ou qu'il parle de devoir de mémoire. Regardez, c'était très clair, c'était la question qui pouvait fâcher les deux parties. Mais comme ça a été dit, je pense qu'il y avait un accord sur ce qui était la ligne rouge, et c'est l'emploi, je pense, du mot génocide. Mais pour le reste, ça a été considéré comme une victoire pour les Arméniens. Moi, je me rappelle, à Galatasaray, quand il a dit les événements de 1915, tout le monde s'est tourné vers moi, parce que j'étais le seul Arménien, en me faisant des gestes, des clins d'œil pour dire que ça y est, t'as gagné, comme si j'étais le représentant là du peuple arménien. Oui. C'est-à-dire t'as gagné. Il l'a dit pour tout le monde ou presque tout le monde. C'était ça. Après la première conférence de presse avec Gül, c'était pareil. Tout le monde est sorti en me serrant la main, en me félicitant. Il a parlé de ce que vous vouliez. Là, c'était la loi et le devoir de mémoire. Je pense que ça n'est pas moi aussi je regrette personnellement qu'il n'ait pas prononcé le mot génocide arménien. Évidemment, il faut le dire très clairement. Mais au-delà de tout ça, dans la subtilité politique, il faut savoir que nous avons marqué un grand coup parce qu'on était là pour faire des contrats. Il faut voir ce qu'a dit, par exemple, Montebourg, que j'ai interpellé. Oui, on va y venir. Mais juste pour poursuivre sur ces gestes forts, je voulais quand même parler maintenant là de la rencontre avec Raquel Dink, puisque sur un voyage d'une journée et demie, un voyage officiel d'une journée et demie, vous me l'avez bien expliqué en rentrant, Valtin, il a rencontré Abdullah Gül, il a rencontré le Premier ministre Erdogan, le chef de l'opposition et Raquel Dink. Donc choisir de rencontrer la veuve de Hrant Dink, dont le combat en faveur de la reconnaissance des questions arméniennes et du génocide arménien est connu de tout le monde en Turquie, mais aussi en France et en Europe en général, c'est un geste fort, même si on ne connaît pas la teneur de cet entretien. Le fait d'avoir choisi de rencontrer la veuve de ce symbole de la nation arménienne en Turquie, c'est un geste symbolique. Alors, regardez, le contenu n'est pas très important ici en réalité, parce que, comme François Hollande, parce qu'on l'a rencontré pendant 1 heure après que avec les journalistes, il nous a détaillé pas mal de choses, et là encore, le sujet principal était le chômage et l'économie française, parce que c'est ce qui a intéressé la plupart des journalistes. Mais il nous a dit que Raquel Dink a demandé que François Hollande puisse l'aider pour que toute la vérité soit faite sur les commanditaires, les assassins, l'organisation qui était derrière l'assassinat de Hrant Dink. C'est-à-dire la thèse de la famille et des avocats, les personnes qui sont actuellement en prison ne sont pas les coupables. Alors, peu importe ce qu'a dit François Hollande, parce qu'on imagine bien qu'il a montré son soutien à la famille, etc. Ça doit être ça, je veux dire, globalement. Mais c'est le fait qu'il ait inclus ça
et à la dernière minute presque. Ça veut dire qu'il y a eu un échange vif entre la partie turque et française pour accepter ou imposer cette rencontre avec la famille Dink. Donc je pense que là encore, même si nous pensons, nous, que c'était peut-être pour montrer à la communauté arménienne de France que regardez, je vais en Turquie, je fais du business, mais aussi je rencontre la famille Dink. Mais pour la famille Dink et pour Hrant Dink, pour sa mémoire, c'est quand même extraordinaire parce que la presse internationale a un peu partout évoqué cette partie de la visite. Alors, pour revenir un peu, pour être un peu en équilibre dans cette émission, revenir aux critiques, lorsque la conférence de presse à Ankara a eu lieu et que François Hollande a indiqué qu'il était toujours favorable à légiférer sur la pénalisation de la négation du génocide, enfin, il n'a pas employé ces termes, des génocides, mais la question posée par la journaliste turque portait clairement sur le génocide arménien. Donc, tout à fait. Voilà, il n'y avait pas de généralité, c'était le génocide arménien. Abdullah Gül a répondu non, on va pas ressortir les souffrances vécues il y a 100 ans, il faut laisser cette affaire aux historiens. Et nombreux sont ceux qui regrettent que François Hollande, à ce moment-là, n'ait pas repris la parole pour dire non, attendez, on ne peut pas dire ça, l'histoire a été écrite, maintenant on est dans un autre stade de la reconnaissance, on n'est plus à ce stade-là. Et il était toujours dans les contraintes des figures imposées diplomatiques, donc il n'y a pas lieu de s'étonner particulièrement de ça, me semble-t-il. En revanche, en ce qui concerne Hrant Dink, je crois que c'était effectivement un geste fort et intelligent, parce qu'il a touché deux problèmes. Il a quand même touché la question des droits de l'homme à travers cette rencontre, puisqu'il s'agit d'un journaliste assassiné, et puis en même temps, il y a évidemment un renvoi à la question arménienne, puisque c'est Madame Dink qu'elle est arménienne, et que Hrant Dink a joué le rôle que l'on sait pour la reconnaissance du génocide en Turquie, jusqu'à y laisser sa vie à la fin. En ce qui concerne en revanche le poids de François Hollande sur la justice turque, quant à savoir si on va aller retrouver les commanditaires de cet horrible assassinat, moi je serais tenté de demander d'abord à François Hollande qu'il fasse la lumière sur les 3 militantes kurdes qui ont été assassinées à Paris, dont la piste remonte apparemment, la piste des commanditaires remonte apparemment jusqu'au service secret turc, et le voyage s'est effectivement fait quand même dans ce contexte. Et là, ce triple assassinat à Paris est quand même pire qu'un camouflet à la France. C'est une véritable déclaration d'hostilité. Je peux pas qualifier de cette manière, mais enfin, c'est un acte d'agression caractérisé contre la souveraineté de la France et la protection que la France doit à toute personne qui vit sur son territoire et qui a été là véritablement défiée. Alors sur cette question des 3 femmes kurdes assassinées à Paris, François Hollande nous a dit qu'il avait franchement posé la question, parce que si nous, sur Internet, on a les enregistrements des gens du MIT, des services spéciaux turcs, cette conversation téléphonique avec l'assassin, donc ça veut dire que les autorités françaises en ont plus en termes d'informations, mais il nous a dit, les Turcs nous ont dit qu'on n'a rien à voir avec cette histoire. Donc voilà l'information qui a été transmise à Hollande et que Hollande nous a transmis. Oui, vous pouvez difficilement dire autre chose. Il n'y a pas eu de génocide, ils ne sont pour rien dans l'affaire des Kurdes. Circuler, il n'y a rien à voir, tout va très bien. Très étonnant. Mais moi, permettez-moi, Asmik, par rapport à l'intervention de Gül, de vous dire le malaise que j'ai pu vivre. Alors justement, oui, c'est à pour ça que 6 ou 7 mètres du chef de l'État turc, qui fait une leçon de négationnisme, qui parle, vous l'avez rappelé, se renvoie vers les historiens. Il nous parle des archives, alors que nous savons très bien que les archives sont ouvertes qu'à moitié. La difficulté que Taner Akçam nous a expliqué autour de cette table, comment pour sortir les 25 000 télégrammes envoyés par les autorités à toutes les régions de l'Empire ottoman à l'époque, il fallait 2 vies pour pouvoir sortir, étudier, déchiffrer ces télégrammes. Il se fout de nous. La porte du bâtiment des archives ouvert, ça ne veut pas dire que les archives sont ouvertes. Ça, c'est très important. Et par ailleurs,
il nous parle également de cette question de souffrance en disant que les souffrances c'est pas unilatéral, c'est pas que les Arméniens. Il y a 3 millions de personnes qui ont été, c'est-à-dire il met tout dans le même paquet. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de morts pendant cette Première Guerre mondiale dans cette période, dans cette région du monde. Et nous parlons des victimes du génocide. Et je pense que les Français deviennent de plus en plus, que ce soit des politiques, que ce soit Hollande surtout qui connaît la question, et les journalistes, ils sont pas dupes. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle les Turcs, même eux, étaient gênés par cette intervention négationniste du chef de l'État turc. Oui, c'est important de le dire. Oui, Arat Touranian. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans son intervention à Gül, c'est la stratégie, ce que ça laissait entendre quant à la stratégie que la Turquie va développer pour 2015. Il a cité 2 dates, il a cité 2 événements, la défaite de Sarıkamış là en septembre 14 avec les Russes, et l'Antsakde, c'est voir l'histoire de Gallipoli. Oui. Voilà. Et là, il apparaît très clairement que la stratégie turque, ça va être de faire une diversion à partir de ces 2 événements, une diversion internationale en essayant de gonfler ces 2 événements dans lesquels elle apparaît elle se positionne comme une victime, puisqu'elle se dit agressée par les Russes d'un côté et agressée de l'autre côté par des Australiens qui viennent du bout du monde. Et ce qui est grave dans cette affaire de Gallipoli, on en parle déjà depuis 1 an, d'ailleurs le CCF a demandé à rencontrer l'ambassadeur d'Australie à cet effet, parce qu'il n'est pas certain que les Australiens aient vraiment conscience de se faire manipuler dans cette histoire. C'est que le Antsakde, le jour de Gallipoli, et ça a toujours été commémoré le 25 avril, et là la stratégie des Turcs qui a été réaffirmée très clairement par Gül, c'est de la faire le 24 avril, pour essayer de faire venir ce jour-là en Turquie, à Istanbul, les Australiens, et par un effet domino, de faire venir derrière les Néo-Zélandais, les Anglais et un certain nombre d'États. Donc il s'agit là véritablement non pas tant de dire que le génocide n'a pas eu lieu, mais d'étouffer la date du 24 avril, de le noyer en faisant un contre-feu avec ces deux affaires, notamment celle de l'Antsakte, où de surcroît la Turquie apparaît, ou en tous les cas veut se faire passer comme une victime. Et mieux encore, elle se fait passer pour une victime, mais comme un pays extrêmement ouvert et compatissant, puisqu'il commémore sur son sol et il pleure avec les Australiens, les soldats australiens qui sont venus l'agresser le 25 avril 1915. Ouais. C'est un super beau numéro diplomatique qui est en train de se jouer, mais il faut absolument le dénoncer, ça. Alors ça justement, peut pas marcher. Moulad Papazian, sur cette incapacité, cette impossibilité, quand on est reçu en voyage officiel, lors d'une conférence de presse, il est difficile de surenchérir, de revenir sur les propos de la personnalité invitante. On peut comprendre le fait que François Hollande n'ait pas réagi lorsque Abdullah Gül s'est livré à cette nouvelle démonstration négationniste. On peut toujours tout dire, on peut toujours surenchérir, on peut toujours répondre. Le ton est important, la forme de la réponse est importante. Je pense qu'il considérait qu'il avait dit ce qu'il avait à dire sur la question et qu'il allait maintenant mettre en œuvre. Qu'il allait mettre en œuvre la loi. On sait qu'elle est dans les tuyaux. Qu'il allait effectivement garder sa position sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il n'était pas dans un débat avec Gül, puisque dans la préparation de ce voyage, la partie française avait indiqué à la partie turque que les choses vont être dites. Donc il n'était pas dans un débat. Et il considérait qu'il avait dit les choses. Et que aujourd'hui, il n'allait pas convaincre le président Gül d'arrêter de faire du négationnisme en Turquie sur la question du génocide arménien. Le voyage avait plusieurs objectifs. Dont des objectifs d'échange importants, mais aussi l'objectif d'affirmer à la Turquie la nécessité d'instaurer une loi pénalisant la négation du génocide arménien, parce qu'on sait bien que la France voulait le dire à la Turquie. La France va le faire. La France voulait dire à la Turquie qu'elle allait faire cette loi pour que tout soit transparent et que ça soit aussi quelque part un acte de courage de la part de la France. Maintenant, je dis, on peut toujours, par rapport à ce voyage, être insatisfait, et je le suis moi personnellement aussi. On a eu des discussions avec des membres du cabinet de Hollande qui sont venus au dîner du CCF,
qui pouvaient comprendre que nous ne soyons pas, nous, satisfaits de la manière dont les choses sont faites, mais ils nous ont certifié que c'était une grande avancée pour nous. Ce que disait Vartan, ça a été traduit de cette manière également par tous les médias, parce que les médias savent ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, et certains mots ont un sens, surtout dans ce contexte diplomatique-là. Et maintenant, l'important, ce que disait Ava tout à l'heure, c'est les travaux pratiques. Oui. Voilà, maintenant, il faut, effectivement, il a un autre rendez-vous avec les Arméniens, c'est le 24 avril à Paris. Il a un autre rendez-vous en Arménie, la visite d'État au mois de mai. Il faut que des progrès aient été enregistrés concrètement avant ces deux rendez-vous. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce voyage officiel avait un objectif économique, signer des contrats avec la Turquie. Donc, ces propos, il faut aussi les remettre dans ce contexte. Alors, Vartan, quels ont été les progrès enregistrés sur le plan économique? Le partenariat franco-turc était un peu au ralenti sous la présidence Sarkozy. Depuis son arrivée à l'Élysée, François Hollande a montré sa volonté de renouer des relations normales, j'ai envie de dire, avec la Turquie. Sur le plan économique, est-ce qu'il y a eu des accords importants de signer? Oui, d'abord, il y a une volonté d'aller en avant des deux côtés. C'est la raison pour laquelle moi je considère que cette visite, c'est une réussite, c'est un succès pour les trois parties en réalité, aussi bien pour les Turcs que pour les Arméniens que pour les Français. Parce que nous, on a obtenu, malgré les termes non employés, on était dans une avancée sur la terre de la Turquie. Et puis, les Français et les Turcs ont signé des accords. D'abord, ils ont décidé que la part de marché de la France en Turquie entre 2009 et 2012 a baissé de 6% à 3%. Donc, c'est presque une catastrophe pour un pays dans une zone qui est en récession, etc. Donc, il faut remonter la pente. Ils ont décidé ensemble, les deux présidents, de passer de 15 milliards de dollars d'échanges commerciaux à 20 milliards d'euros. Donc, sur 5 ans, évidemment. Et là encore, il faut que les paroles soient suivies d'actes. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là aussi. Mais il y a des accords qui sont signés dans le nucléaire, dans l'énergie, dans les transports. La France donne 150 millions d'euros pour la gestion des forêts. Il y a plein de choses qui vont se faire entre les deux pays, et c'est la raison pour laquelle il y avait des grosses boîtes qui étaient présentes. GDF Suez a signé un accord très important. Donc, le business va fonctionner entre les deux pays parce que les deux pays en ont besoin. Pas la France plus que la Turquie, parce que on vient de s'apercevoir que la lira turque est dans une situation catastrophique, la bourse aussi, et que la Turquie aujourd'hui a plus que jamais besoin de la France pour aussi améliorer son économie à elle. Donc les déclarations de François Hollande qui ont été faites au premier jour de sa visite officielle n'ont pas empêché la signature des contrats qui devaient être donc préparés déjà. Les contrats ont été signés juste avant la conférence de presse. C'est-à-dire que ça, c'est un travail de longs mois Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans la délégation figurait le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui, lui, lors d'un précédent voyage en Turquie, avait déclaré il faut laisser de côté les questions qui fâchent pour pas freiner le rapprochement franco-turc. Alors, on imagine qu'il devait peut-être être contrarié par ces déclarations de François Hollande. Vous l'avez rencontré? Oui, alors, je l'ai rencontré, je lui ai dit tout ce que je pensais de cette déclaration, que pour un ministre français, avec un chef d'État qui a des positions très claires, c'était incompréhensible et c'était inacceptable. Il a insisté, il a dit les affaires d'il y a 100 ans, il a même employé des mots que je peux pas prononcer ici parce que c'était une discussion en off. Et donc je lui ai expliqué, j'ai tenté de lui expliquer qu'il avait tort de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il pense. Et j'ai donné des exemples. Il m'a dit pas la France n'a rien à voir avec tout ça. J'ai dit non, la France a beaucoup de choses à voir avec, non pas l'implication dans le génocide arménien, mais à cette époque, elle a fait des choses avec les Anglais, les Russes, et cette déclaration en alertant sur le crime contre l'humanité. Mais aussi la responsabilité de la France en Cilicie. Je lui ai donné quelques exemples. L'or arménien qui a transité par l'Allemagne pour atterrir en Angleterre ou en France. Je veux dire, on peut pas dire que la France n'a rien à voir. Donc là, je veux dire, c'est des gens, c'est vrai, c'est des pragmatiques. Ils veulent chercher l'intérêt de la France, donc là, on parle de business, mais on a eu cet échange pour dire que c'est pas possible pour le ministre qu'il est de penser que
Et dans la ce France, sens-là. alors, les leçons qu'elle donne un peu partout, et puis elle a raison, comme Mourad le disait durant ce dîner, la France porte des valeurs. J'ai tenté de lui expliquer, mais je pense qu'il y a des ministres qui sont plus sensibles à ces considérations. Et ce n'est pas le cas, a priori, d'Arnaud Montebourg. Voilà, précisément. Alors, vous nous disiez que vous aviez une place un peu à part dans cette délégation présidentielle. Vous étiez considéré comme l'Arménien de service, si on peut dire, même si l'expression n'est pas très jolie, mais au sens positif du terme. C'est-à-dire que nos confrères français, s'inquiétaient de savoir quel impact ça avait sur vous. Et vous avez aussi remarqué que les Arméniens, à Istanbul en tout cas, où vous étiez, ont une place vraiment importante. Alors, racontez-nous rapidement un peu vos impressions de voyage maintenant. Alors, malheureusement, c'était très court pour aller rencontrer. Moi, j'avais très envie d'aller voir les endroits où nos écrivains, nos journaux, Azad Ahmad, où est enterré Hago Paronian. Je veux dire, c'est tellement important pour la première fois quand on voit à Istanbul de passer une journée toute... j'allais dire un peu neutre dans ce sens-là et de ne pas vivre ces émotions, c'est un peu agaçant, mais j'avais pas le temps de faire autrement. J'ai rencontré des responsables d'Agos, d'ailleurs Pakla Destoukian qui tous les lundis intervient depuis sa rédaction d'Agos pour nous parler du contenu de son journal, du dernier numéro et de l'actualité turque d'une manière générale. J'ai pu le rencontrer et j'ai fait une rencontre très intéressante quand j'ai pris le taxi pour aller à Galatasaray. Et ce jeune, on a commencé à parler de Taksim, les manifestations, est-ce qu'il a participé, est-ce qu'il est pour ou contre Erdogan. Et quand il m'a dit qu'il était contre, j'ai dit de quelle origine es-tu? Il m'a dit je suis kurde. J'ai dit regarde-moi un peu mieux dans les yeux, etc. Et il s'avère que c'était un Arménien converti, enfin pas lui, ses grands-parents islamisés. Un descendant d'Arméniens convertis. On a pu échanger, il m'a raconté, vous voyez le hasard, le taxi, le chauffeur qui me parle de ses cousins à Alep, ses cousins en France qu'il ne connaît pas personnellement, mais ses autres cousins kurdes, eux sont en contact avec et qui sont très riches. Ils nous ont demandé de nous convertir au christianisme pour avoir une part de leur héritage que nous avons pas accepté naturellement parce que nous sommes musulmans et très attachés à notre religion. Donc vous voyez, vous êtes à Istanbul, vous rencontrez un type et il s'avère que c'est le petit... Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le hasard, puisque si les Arméniens, les descendants d'Arméniens islamisés sont aussi nombreux que le laissent penser les études, notamment celles menées par Guillaume Perrier et Laure Marchand, a priori, c'est pas étonnant que vous soyez tombé sur un descendant de ces Arméniens convertis de force au moment du génocide. Donc, pour vous, ce voyage était et un voyage professionnel et un voyage un peu initiatique, puisque vous avez pu un peu toucher du doigt cette réalité stambouliote, les Arméniens d'Istanbul. Pas vraiment, j'ai pas vraiment senti, et heureusement d'ailleurs, je vais vous dire franchement, parce que aller sur la terre de la Turquie où le génocide a été programmé, organisé, exécuté. Moi, j'étais à Istanbul. Je pensais à certains moments où se trouve cette gare où les intellectuels ont été. Bon, j'avais ni le temps et d'ailleurs, je pouvais pas m'écarter de la délégation. Mais je pense que quelle initiation, c'était quelque chose de très difficile et heureusement que j'étais dans le cadre de travail, d'obligation de travail pour ne pas vivre tout ça parce que franchement c'est très lourd à supporter. Alors, pour conclure ce premier volet de notre regard sur table de ce jour avec le voyage d'État de François Hollande en Turquie, on retiendra malgré tout le fait que même si certains mots n'ont pas été employés, il ne fait aucun doute que François Hollande a clairement appelé la Turquie à reconnaître la réalité du génocide arménien. Ça a été titré de la sorte, en tout cas dans la quasi-totalité des journaux français qui se sont fait l'écho de ce voyage, certains allant même plus loin, en donnant en fait aux lecteurs des explications de texte. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif. Mourad Papazian, Arat Oranian. Oui. Vas-y. Non, mais écoutez, il s'agit pas de dire que tout est négatif, etc., d'être dans simplement une posture protestataire ou revendicatrice, sans prendre en compte c'est effectivement les aspects positifs de cette visite. Et effectivement, celui-là en est un.
Simplement, moi j'ai fait un petit édito là-dessus parce que je suis toujours quand même un petit peu découragé par ces circonvolutions diplomatiques qui consistent à toujours prendre en compte la susceptibilité de la Turquie, etc. On est quand même 100 ans après, alors je sais bien que c'est comme ça, mais on sait que c'est un devoir douloureux, le devoir de mémoire, etc. Bon, cette espèce de compassion qu'on manifeste par rapport à cet État quand même criminel, et notre douleur à nous et la douleur des victimes depuis 100 ans, qui en tient compte. Donc bon, voilà, ce sont des exercices diplomatiques, on peut les comprendre, mais en même temps, à un moment donné, on a aussi envie de crier, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Ça suffit pas. Non, il faut que la douleur turque, oui, d'accord, ouais, d'accord. Mourad. On verra. On verra. Je considère que les choses ont été dites dans le fond, probablement pas dans la forme qu'on pouvait l'espérer. Juste une petite précision. François Hollande a dit à Galatasaray, je crois, je ne dis pas autre chose ici que ce que je dis à Paris. Alors, ça peut laisser entendre que lors de ces entretiens privés, en tout cas, non publics, le chef de l'État français a tenu les mêmes propos qu'ici, c'est-à-dire génocide arménien, reconnaissance nécessaire. Non, je crois que, enfin, on pourrait passer oui. des heures et des heures à discuter de la manière d'aborder effectivement ces questions sur le plan de la diplomatie, avec un État négationniste, avec une question de génocide, avec ces sensibilités-là. Et je pense que il y a le fond et la forme. Dans le fond, il a dit les choses. On aurait préféré qu'il le dise sous une autre forme, avec un autre souffle, avec une autre force. Mais il a dit les choses. Et quand je dis on verra, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que les choses soient faites. Et le premier sujet qui nous concerne aujourd'hui, sur lequel on a mis la priorité, c'est la loi, c'est la question du 100e anniversaire du génocide arménien, et c'est la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est les sujets sur lesquels on est mobilisé, sur lesquels il s'est exprimé. Il nous connaît, François Hollande, il sait bien quel est notre niveau d'exigence. Il sait bien que nous ferons acte de vigilance et que nous sommes sans concession sur ces questions-là. Il le sait très bien. Alors, j'appelle nos auditeurs, s'ils souhaitent se joindre à notre émission, ils peuvent appeler le 01 43 53 20 74 dès maintenant, pour eux aussi poser des questions, apporter leurs commentaires à ce voyage de François Hollande en Turquie, mais également au reste de l'actualité de cette semaine, à savoir le grand dîner annuel du CCAF. Mais sans plus attendre, nous prenons tout de suite un auditeur. Bonjour. Bonjour, je vous appelle dans le cadre de votre émission. Voilà, tout d'abord, je souhaiterais poser quelques questions concernant cette délégation présidentielle, cette visite. Avez-vous eu un calendrier précis concernant la date de promulgation de cette loi pénalisant la négation du génocide arménien? Deuxième question, concernant les relations diplomatiques avec la Turquie et l'éventuelle adhésion, est-ce qu'il y a une date précise concernant la proposition de pouvoir donner le droit de vote, le droit d'entrée de la Turquie, et donc par la participation du peuple français, donc pour se prononcer sur le référendum. Oui. Sur le référendum. Oui. Alors, donc, première question sur la promulgation de la loi, deuxième question sur la date du référendum. Merci pour votre appel, monsieur. Au revoir. Alors, est-ce qu'on a une date pour la promulgation de la loi? On a l'année 2014. Sans plus de précision. Non, mais avant le 31 décembre 2014. Donc ça, c'est un engagement. C'est une obligation. Une promesse. C'est une obligation. Pourquoi? C'est une obligation pour la France de transposer cette décision cadre avant le 31 décembre 2014. C'est le délai imparti. Après, la France est en défaut et est pénalisée financièrement par l'Union européenne. Donc l'enjeu, il n'est pas là. Elle sera votée. Elle sera transposée, cette décision cadre. Il faut qu'elle soit transposée en protégeant effectivement en protégeant le génocide arménien. Il faut qu'elle soit transposée en pénalisant la négation du génocide arménien. Elle le sera transposée. Le débat, il n'est pas là. Donc là,
C'est au-delà de la question arménienne. De toute façon, la France est tenue de transposer. d'aller au Maintenant, il bout faut de trouver ce le chemin processus. pour que dans ces textes-là, il y ait pénalisation de la négation du génocide arménien. Alors précisons que cette décision 4 concerne les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité également. Hein, ce Et n'est les pas crimes de guerre. Oui. et les crimes Les de crimes guerre. de guerre. Donc c'est sur trois Absolument. volets. Alors sur le référendum, là, c'est Les encore... négociations ont été ouvertes en 2005. On a des Rappelez que c'est Jacques périodes Chirac qui sont qui a données. promis ce référendum de la Oui, population. C'est oui, pas une idée de François Hollande. Non, hein. c'est inscrit dans les textes de la République. Il y aura référendum. On parle de 2020-2022 pour arriver au terme des négociations et puis organiser ce référendum du peuple français. Juste un petit mot, juste de commentaire. Sincèrement, si la Turquie change pas. Il y a 8 ans, quand on a ouvert les négociations ont été ouvertes, il y avait 55% des Français qui étaient contre l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. 8 ans après, il y en a 85%. Si la Turquie continue dans cette posture, en 2022, il y aura quasiment 95% des Français qui seront contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc, D'autant plus que le référendum, c'est une fois que le processus est allé à son terme. Absolument. Est-ce qu'en définitive, si la Turquie est soi-disant admise par l'Union européenne, est-ce que les Français sont d'accord? Donc c'est encore un... si la Turquie est éligible, Voilà, les négociations sont terminées. Maintenant, les États C'est doivent ça. donner leur position. Vartan, sur cette Je vais vous question. dire franchement, l'ambiance était que personne ne croit à l'adhésion de la Turquie en Europe. Et ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser cet alibi, parce que d'abord, c'est une obligation. Si on ouvre les négociations en 2004, il faut les continuer. Mais aujourd'hui, c'est un coup très intelligent de la part de François Hollande d'utiliser l'Union européenne pour se rapprocher de la Turquie, parce que les deux pays ont des intérêts non seulement économiques, mais également stratégiques, alliés à l'OTAN. Il y a une convergence sur les dossiers du Moyen-Orient, surtout sur le dossier syrien. Donc il y a des intérêts communs, et l'Union européenne, c'est un chemin pour faire plaisir aussi à la Turquie, pour dire que c'est la France qui améliore, qui essaie d'améliorer ses relations. Et deuxième aspect, dont on parle aujourd'hui, l'AKP qui a fait un coup extraordinaire en 2004 pour mettre en avant la candidature turque à l'Union européenne. Ce même parti d'Erdogan, il est en train d'aller vers un suicide politique sur le plan de son adhésion à l'Union européenne, avec ce qui s'est passé à Gezi, avec les scandales, les corruptions, les détournements de fonds, et ça fait pas plaisir aux Européens. Alors, nous prenons tout de suite un autre auditeur, de nombreux appels. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Voilà, donc j'aurais 3 questions à poser, mais avant de poser mes 3 questions, parce que vous avez demandé aussi les réactions de vos auditeurs, j'ai assisté au dîner du CCAF. On n'a pas encore parlé de ce dîner. Hein. Tristan Taubira. Monsieur, juste un instant, parce qu'on n'a pas encore du tout parlé de ce volet dans notre émission ce matin. Donc ça risque d'être un peu flou pour nos auditeurs, parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet. Alors si vous voulez bien rester sur le voyage de François Hollande... Ah, on en pose la question uniquement sur le voyage. Pour l'instant, oui, parce qu'on n'est encore que sur ce volet-là. D'accord. Alors restons donc sur le volet du génocide arménien. Sur le volet de François Hollande, sur le voyage de François Hollande. Allez-y. Voilà, si c'est sur uniquement les questions sont posées sur la question du voyage Hollande. Non, j'aurais pas de questions précises là-dessus. Alors on vous reprend tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, si vous voulez bien. D'accord. Si ce n'est que juste avant le voyage, il y a une manifestation donc au Trocadéro durant le voyage, me semble-t-il, un jour à la veille. Et j'ai été très étonné de constater une fois de plus que la presse française était absente, radio, télévision, presse, etc. J'ai posé la question à mes collègues des différentes rédactions, et une fois de plus, ils m'ont confirmé ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail de communication professionnelle faite par les organisateurs de cette manifestation, conviant la presse, ou du moins l'informant de cette manifestation. Et là où je suis très étonné, c'est que nous avons deux coprésidents du CCAF, qui tous les deux en France sont issus du monde de la presse et de la communication, l'un dirigeant un mensuel et un site internet, et l'autre dirigeant des écoles de journalisme et de presse. Alors je me pose la question, mais que font donc nos dirigeants en matière de relations publiques et de communication avec nos collègues français? Très bien. Écoutez, on a pris note de votre coup de gueule, on peut dire, et on vous remercie de votre appel, mais on va vous dire au revoir et puis passer à un autre auditeur et revenir un peu dans le cœur du sujet, même si vous considérez que
Le cœur du sujet, c'est celui-là. On va revenir au voyage de François Hollande et à ses déclarations. Alors, on va prendre l'autre auditeur qui patiente. Bonjour. Allô ? Oui, c'est à vous. C'est moi. Alors, j'ai écouté la retransmission de la conférence de presse et en effet, Hollande n'a pas prononcé le mot arménien. Et paradoxalement, c'est Gül qui l'a fait avec son air doucereux habituel là, pour dire qu'il n'y avait pas que les Arméniens qui avaient souffert, mais que 3 millions de Turcs aussi, etc., l'éternel baratin turc. Mais Hollande, il a prononcé le mot génocide. Il a prononcé en parlant de la loi européenne. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a dit pendant il a dit le mot génocide. Oui. Et plus important, il a dit en regardant Gül, n'oublions pas que 2015, c'est l'année prochaine. Et en disant ça, il parlait pas du centenaire de la bataille des Dardanelles. Bien sûr, ça, on est bien d'accord. Donc, voilà. C'est bien de repréciser que visuellement, c'était plus clair, en tout cas, que oralement. Merci pour votre appel. Alors, on va passer sans plus attendre à la deuxième partie de cette émission qui concerne le dîner annuel du CCAF. Plus de 300 personnes ont répondu présentes à votre invitation, messieurs les coprésidents, et se sont pressés dans ce salon parisien. Ce dîner est destiné à devenir chaque année le rendez-vous de la communauté arménienne avec les personnalités de la société française, politiques, civiles, artistiques. Donc, les invités d'honneur de cette première soirée était le philosophe Bernard-Henri Lévy, Charles Aznavour, vedette entre les vedettes, et d'autant plus ce soir-là, et la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a prononcé un discours un peu général sur l'histoire du peuple arménien et qui s'est terminé par quelques mots sur l'engagement du gouvernement pour pénaliser la négation du génocide arménien. Elle est revenue sur cette question de façon beaucoup plus précise ensuite au micro d'IPFM. Donc je vous propose de réécouter cette interview de Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Madame la ministre, un grand merci pour votre intervention de ce soir. Et au cours de votre discours, vous nous avez rappelé que notre mémoire est la mémoire de tous. Est-ce que cela signifie que le combat contre le négationnisme est aussi l'affaire de tous et que l'on peut espérer qu'une loi sera votée pénalisant la négation du génocide arménien, que c'est vraiment l'affaire de tous? Bien sûr que cette mémoire est la nôtre, elle nous construit et nous structure et nous devons savoir la porter, donc la connaître, la comprendre et la ressentir. Et à partir du moment où nous faisons nôtre cette mémoire, bien entendu, le négationnisme devient un crime contre notre propre intégrité. Donc il faut combattre le négationnisme. Maintenant, nous avons une difficulté depuis plusieurs années, vous avez vu, à écrire le texte qui permettra, dans toute la solidité des contraintes du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice européenne, dans toutes ces contraintes, arriver à faire en sorte que cette vigilance que nous voulons exercer, qui est une démarche éthique et en même temps une démarche politique au sens noble du terme, c'est-à-dire comment nous vivons ensemble dans la cité, avec ce que nous sommes, ce que chacun d'entre nous porte, la singularité que nous avons, mais cette singularité qui participe du tout. Donc cette politique-là et cette éthique nous contraignent à trouver le moyen, et c'est l'engagement du président de la République, à trouver les moyens d'écrire de façon cet instrument juridique qui nous permettra de punir le négationnisme. Il semblerait qu'en 2014, à l'aube donc du centenaire du génocide, la souffrance vécue par les générations qui ont survécu au génocide et leurs descendants soit enfin comprise et que cette négation qui est la dernière étape du génocide soit enfin ressentie par l'ensemble de l'humanité. Vous imaginez que s'il n'y avait pas de loi, la souffrance de ces descendants des victimes serait accrue? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Il est certain que la loi a aussi cet effet thérapeutique, je pourrais dire, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ça fait tomber la tension de la souffrance, mais ça n'élimine pas complètement la souffrance. Simplement, je crois qu'il ne faut pas sublimer la souffrance. Il faut faire en sorte que cette souffrance enrichissent notre compréhension, notre sensibilité, notre intelligence des choses et qu'elles nous rendent plus forts. Sinon, ce serait
accorder une victoire supplémentaire à ceux qui ont cru pouvoir détruire, à ceux qui ont essayé de détruire, à ceux qui ont agi pour détruire. Nous ne pouvons pas leur faire en plus le cadeau d'individus, de personnes qui sont écrasées par la souffrance. Donc cette souffrance, nous devons apprendre à l'apprivoiser, à la domestiquer, à la dominer. Elle doit être présente, elle doit continuer à nous structurer, mais nous devons la surplomber, la dépasser pour montrer que justement, le génocide ne détruit jamais totalement. Et la soulager par une loi ? La loi en fait partie, mais la loi n'est pas le seul instrument. Il faut enseigner, il faut transmettre, il faut montrer ce que ces personnes, les rescapés, les survivants et même ceux qui sont partis, tout ce qu'ils ont contribué à apporter aux langues, aux imaginaires, aux cultures, aux arts. Il faut montrer tout ce qui a été créé, comment on a inventé aussi des mécanismes de survie. Il faut montrer l'humanité profonde des victimes et des survivants. Merci Madame la Ministre. Alors, on vient d'entendre la déclaration de Christiane Taubira faite à l'issue donc de son discours. C'était en marge au moment où elle quittait la soirée. On ne peut être que satisfait cette fois-ci, sans réserve, de la teneur des propos de la garde des Sceaux qui s'exprime au nom du gouvernement et qui engage de facto l'ensemble de l'État français par ses propos. Non seulement, mais c'est surtout parce que c'est elle qui va porter le texte. Mais ne nous trompons pas. À partir du moment où le président de la République s'est engagé, dès le lendemain de son élection, à porter ce texte, chacun des ministres qui font partie du gouvernement, y compris ceux qui ont un rôle différent, sont tenus effectivement de se plier à cet engagement-là. Donc Christiane Taubira, qui est ministre de la Justice, on travaille avec ses services depuis plusieurs mois justement avec nos avocats et nos juristes pour trouver le bon chemin. En dehors du fait qu'elle est personnellement sensible à ces problématiques-là et à ces thématiques-là, c'est son rôle. C'est son rôle, c'est son devoir, et on en a discuté tout au long du dîner, effectivement. Il y a un chemin à trouver. Ils sont plutôt optimistes sur leur capacité, effectivement, à le trouver en 2014 et à pénaliser la négation du génocide arménien. Alors, Alain Toragnan, dans votre discours, vous avez commencé en citant Henri Verneuil, en disant qu'il est long le chemin parcouru par les Arméniens depuis l'arrivée à Marseille, quai de la Joliette, jusqu'à ce soir. Ce soir, déjà, la loi du 29 janvier 2001, qui est donc l'anniversaire que marque ce dîner annuel qui aura lieu tous les ans le 29 janvier, justement. C'est pas une date choisie au hasard, vous nous l'aviez expliqué. Et jusqu'à cette déclaration aussi de la garde des Sceaux. Alors, ce chemin, il est long, mais il a quand même été riche et il aboutit. C'est pas un chemin qui s'arrête. Alors, oui, je voudrais quand même... les propos de la garde des Sceaux sont intéressants, mais... j'évacue le problème de la loi, parce qu'on est encore dans le registre de il va y avoir une loi, c'est encore réaffirmé, ça a été affirmé par le président de la République, c'est réaffirmé par le ministre de la Justice, donc on va pas revenir là-dessus. Maintenant, on attend que cette loi intervienne. Je mettrai juste quand même un petit point d'interrogation, c'est sur la référence de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Quand on parle du droit, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui concerne une situation très spécifique à la Suisse, n'a rien à voir avec la loi française sur cette question. Et je m'interroge sur la nature de cette référence. Indépendamment de ça, toutes les considérations sur la douleur, etc., qu'il faut pas sublimer, très bien, ça fait très longtemps qu'on a compris. Le peuple arménien n'est pas seulement un peuple qui est dans la douleur, c'est aussi un peuple qui lutte. C'est un peuple qui lutte. Et il a lutté à différentes reprises dans son histoire, et on a également rappelé qu'il s'est libéré au Karabakh d'un joug ancestral qui prétendait pouvoir encore le massacrer dans les années 90 impunément. Donc on sait, on n'est pas seulement dans la souffrance, on est dans la lutte, mais il y a un génocide, et il y a un génocide qui se continue à travers le négationnisme et qui est relayé et qui est défendu par un État qui est jusqu'à aujourd'hui complice de cet événement. Bien sûr, mais question de la souffrance, elle est invoquée parce que... La question est politique. Bien sûr. Et on attend, bien sûr, on comprend, mais on attend des réponses politiques à une demande politique. Mais... Il ne s'agit pas de faire des variations sur la souffrance. Bien sûr, mais pour toucher
ces ministres Voilà. qui ne peuvent être complètement hermétiques Voilà. à ces questions. Voilà. On est peut-être obligé d'en passer par une corde sensible et faire D'accord. comprendre ce qu'est la D'accord. souffrance D'accord. engendrée par le négationnisme. Et pour si vous me laissez encore 2 secondes, pour revenir à ce que disait notre auditeur précédent, il y a eu, avant ce dîner de gala, il y a eu une manifestation qui était effectivement offensive, dans des conditions météo absolument épouvantables. En dépit de cela, les gens sont venus, il y avait quand même 400 personnes qui étaient là. Ça montre une combativité. C'était des manifestations qui ont eu également à Marseille, à Lyon, à Montpellier. 1000 personnes en tout sur toute qui ont la eu France. des échos dans la presse locale. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'écho à Paris, mais on sait que les manifestations, il y a 10 manifestations par jour à Paris et que c'est très très difficile de sensibiliser les médias là-dessus. Et quant à notre auditeur qui s'est fait un petit peu notre procureur et notre contempteur dans cette affaire, lui-même est dans les médias. Que n'a-t-il averti avant les personnes qui se plaignaient ensuite de ne pas avoir été prévenues de cette manifestation? On va peut-être pas débattre par téléphone interposé, radio interposée. Nous allons poursuivre avec les appels de nos auditeurs. 01 43 53 20 74 pour nous joindre. On vous écoute, c'est à vous. Ah ben, ça tombe très bien, Monsieur Toragnan. Oui, Monsieur Nicolian. Oui, alors pour revenir on va rester sur le dîner de Christine Taubira pour ne pas envenimer, n'est-ce pas, ce débat si de vous voulez la bien, communication oui. qui est faite ou pas. J'estime juste que lorsque des manifestants, effectivement... Non, on va rester au dîner, sur le dîner et à la déclaration de Madame Taubira, si vous voulez bien. D'accord. Hein? Alors, concernant le dîner, donc j'aurai 3 questions à poser. La première est la suivante. Lorsque nous avons du retard sur d'autres instances pour faire des dîners, comme par exemple 40 ans de retard sur le CRIF, nos amis du CRIF, ils remplissent à 25% de la salle de journalistes et de presse française, ce qui n'a pas été notre cas. Je n'ai vu que Vincent Hervouet ou 2-3 autres journalistes qui représentaient la presse française à ce dîner. Pourquoi? Question numéro 1. Question numéro 2. Concernant 2015, à ce jour, la communauté arménienne de France n'est toujours pas informée par ces instances de la stratégie qui va être menée et comment l'impliquer, comment chaque Arménien qui travaille dans son domaine professionnel peut venir en aide à la cause arménienne. Et enfin, le discours magnifique qui a eu lieu de Madame Taubira, j'ai été époustouflé par le silence absolu qui régnait dans la salle. Nous étions tous en émoi et en écoute du discours de Madame Taubira. Par contre, il y avait 2 individus dans cette salle assis à une table qui, pendant le discours de Madame Taubira, étaient en train de chahuter, de parler, de faire comme si elle n'était pas là et qui s'amusaient avec leur tablette électronique. Et l'un d'entre eux n'était qu'un des dirigeants de la communauté arménienne de France, et j'ai la vidéo et la preuve à l'appui. Donc il y a un souci là de respect vis-à-vis d'un ministre qui se déplace pour faire un discours aux Arméniens. Donc où en est la stratégie des Arméniens de France? Pour l'instant, c'est top secret, on ne sait pas. D'accord, donc on va retenir la deuxième question parce que la première et la troisième n'en sont pas. La troisième est une remarque sur le comportement de certains individus. Et la première question, pourquoi il n'y avait pas 100% de journalistes dans la salle? Bon, ben là, on va peut-être pas épiloguer là-dessus. Merci pour votre appel. Alors, juste... Avant de répondre, vous avez peut-être des informations à communiquer, mais je précise à nos auditeurs que nous consacrons notre carte sur table de la semaine prochaine à la présentation de la mission 2015 avec notamment Alexis Goffsian qui sera sur ce plateau pour présenter le programme qui a été arrêté par le CCAF pour commémorer le 100e anniversaire du génocide. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre aux remarques et critiques de cet auditeur? Écoutez, sur le dîner du CCAF, c'est une initiative qu'on a prise à 1 an du 100e anniversaire du génocide arménien. C'est une grande opération de relations publiques. Effectivement, c'est un moment où on invite les députés, les sénateurs, le représentant du gouvernement, les membres des cabinets, des juristes, des avocats, des journalistes. Mais il dit qu'on est en retard. C'est bien sûr qu'on est en retard. On a 2000 ans de retard. D'accord, ouais, on a 2000 ans de retard. C'est pas 40 ans. Nos amis juifs sont arrivés sous Saint-Louis, donc en France. Nous sommes arrivés il y a à peine 100 ans. Donc, et j'accompagnais Roger Kuckerman.
quand il est Président parti, du CRIF. président du CRIF, et je l'ai raccompagné et il m'a dit vous avez fait un formidable dîner, bravo, etc. Et moi, avec la modestie qui me caractérise, je lui ai dit non, mais par rapport au dîner du CRIF, nous sommes le petit frère. Il a dit détrompez-vous. C'est votre premier dîner et moi je connais tous ceux qui étaient dans la salle et je peux vous dire que vous avez fait un formidable dîner et je voudrais vous féliciter au nom du CRIF. Donc je veux dire on peut toujours être négatif. Il faut peut-être arrêter de se comparer Nous aussi sommes- avec une nous communauté sommes- qui si, est là depuis mais- des siècles mais et des pourquoi siècles. Mais c'est un modèle, c'est bien. Oui, Ils ont mais réussi. pas dans le négatif. Mais justement. pas dans le négatif, dans le positif. C'est ça. D'accord. C'est un modèle dans le positif. Et d'ailleurs, le formidable discours qui a été prononcé à nos fervents supporters les plus ardents Bernard-Henri depuis Lévy. une dizaine d'années, Bernard-Henri Lévy s'est exprimé en tant que juif à la tribune. Il l'a Et dit et il a redit. rendu un hommage vibrant aux Arméniens en disant « Je ne sais pas si nous avions été victimes du négationnisme de l'Allemagne aujourd'hui, d'État, je ne sais pas si nous aurions eu, comme vous, le courage de continuer à nous frapper la tête contre le mur du négationnisme au risque de nous la fracasser. » Et vous avez cette force-là, et je ne sais pas si nous aurions pu l'avoir. Alors, arrêtons effectivement. Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons enregistré beaucoup de victoires avec les moyens qui sont les nôtres. On a en face de nous un État négationniste. On a un État. Les bourreaux de la Shoah ont reconnu la Shoah. Les bourreaux du génocide arménien n'ont pas reconnu le génocide arménien. Pire. Le cheminement, c'est du génocide au négationnisme d'État. Et nous considérons que dans le monde entier, avec ce que nous avons réussi à faire, et en France en particulier, nous pouvons être satisfaits. Voilà. Et nous allons continuer effectivement ce travail. Sur 2015, vous avez l'émission la semaine prochaine. On a beaucoup travaillé dans le Conseil national du CCF avec Ara, Alexis, Haroud, Michael, tous les camarades du Conseil national du CCAF, avec un conseil scientifique, avec Ternon, Duclerc, etc. Il y a une grosse opération qui se prépare. Donc, pour compléter peut-être, Ara Toranian, sur ce que vient de dire Mourad Papazian. Non, j'ai rien à ajouter. Je suis 100% d'accord. La seule chose que je pourrais dire simplement, c'est qu'on a quand même effectivement parlé de 2015, puisqu'il y a eu le lancement et la présentation des événements de 2015, et je crois qu'effectivement, les critiques sont toujours bonnes à entendre. Moi, on a besoin d'être stimulé, mais en même temps, il ne faut pas être négatif. Je considère que ce repas est effectivement une réussite et qu'il a atteint ses objectifs. Il y avait énormément de personnalités ce jour-là. Il n'y avait pas seulement 3 journalistes, il y avait des directeurs de presse, il y avait énormément de gens influents, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des élus, il y avait tout le staff de l'Élysée qui était présent. Il faut quand même, on va pas les nommer tous, mais enfin, il y avait quand même, je dis pas que c'était une démonstration de force du CCAF, mais le CCAF a montré à travers ce dîner qu'il était véritablement une organisation qui comptait dans le paysage politique et citoyen de la République. Et ça, c'est très, très important. On est effectivement, ce même jour où on organisait ce dîner, le CRIF fêtait ses 70 ans. Le CCAF a une dizaine ou une quinzaine d'années d'existence. Donc, il faut éviter, effectivement, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Mourad, l'organisation de la communauté juive est effectivement un modèle pour nous, et arrêtons de nous battre la coulpe, mais il faut aller de l'avant. En tout cas, ce n'est pas ni vous, ni Mourad Papazian, ni Ara Toranian qui étaient en train de jouer sur sa tablette, puisque vous étiez sur scène à côté de Christiane Taubira. C'était juste pour l'anecdote. Oui, on prend tout de suite un autre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. En fait, je voulais juste évoquer 2 points. Donc, le premier par rapport au voyage de François Hollande. Oui. Honnêtement, ça ne fait ni froid ni chaud. Donc, dans la mesure où ça reste au niveau des déclarations et puis peut-être un avis personnel ou l'homme d'État, qui est François Hollande, tant qu'on n'est pas au stade d'exigence, au stade de mettre le point sur les négociations d'adhésion de la Turquie. Donc, ça reste effectivement juste des rappels au devoir de mémoire. Moi, franchement, ça ne fait ni froid ni chaud. Le deuxième point, donc, c'est par rapport effectivement aux efforts déployés, menés dans le cadre de notre lutte juridique, notamment avec les lois européennes et leur transcription, donc effectivement sur les lois françaises. Donc, sans minimiser effectivement l'importance de cette lutte juridique, moi, j'estime qu'en fait, on a raté notre présence sur l'espace public, dans le débat public de la société française.
Tout ce qui concerne effectivement ces points de mémoire et puis de reconnaissance, et on a raté une occasion d'or avec l'affaire du Dieudonné. Je ne sais pas si quelqu'un a parlé. C'est vraiment la France. J'ai vraiment honte pour le dire. C'est la championne deux fois deux mesures. Parce que là, effectivement, c'était l'occasion pour rappeler à tout le monde que nous, les Arméniens, effectivement, on n'a pas le même traitement. Il y a des autres qui ont un traitement de valeur. Et puis arrêtons aussi de vanter les mérites ou les soutiens de 2-3 juifs, parce que là, en contrepartie, il y a des dizaines de juifs qui sont contre la reconnaissance du génocide. Je peux citer des noms. La liste est vraiment très très longue. Il faut avoir le courage de leur dire, même si on a quelques amis auprès de CRIF, qu'ils aient honte aussi de leurs compatriotes. Voilà. Merci pour votre appel. Alors, concernant l'affaire Dieudonné, on va peut-être pas en parler maintenant, mais juste donner l'exemple de Bruno Solo, le comédien Bruno Solo, qui était intervenu sur une télé pour dire, voilà, les lois là qui existent aujourd'hui, il en faudrait aussi pour les Arméniens, parce qu'il n'y a pas que les Arméniens souffrent du négationnisme. Ils ont été victimes d'un génocide et ils souffrent eux aussi de ce négationnisme pour lequel il n'y a pas de loi. Bon. Est-ce qu'on a raté une occasion en or ? On a raté une occasion en or avec l'affaire Dieudonné ? Je pense qu'au contraire, l'affaire de la quenelle a renforcé la nature de notre combat et il n'était pas besoin d'intervenir à ce moment-là sur un autre sujet. C'est-à-dire que l'affaire de la quenelle a montré effectivement que la question de la liberté d'expression qu'on nous oppose en termes d'inconstitutionnalité n'était plus le principe sacro-saint dans la République et que il y avait des principes à respecter et que le Conseil d'État a validé effectivement l'interdiction des spectacles de Dieudonné du spectacle en question. Donc pour nous c'est plutôt positif. À un moment donné il faut aussi faire preuve de finesse, il faut faire preuve d'intelligence et c'est une affaire qui nous sert. Donc laissons-la nous servir. On n'a pas besoin à ce moment-là d'intervenir avec notre question sur le débat sur la quenelle. C'est pas le débat. Il n'y avait pas que la quenelle. Il y avait aussi les attaques antisémites contre un journaliste de France Inter, je crois. Oui, mais c'était. Oui. C'est ça. Donc si vous voulez, c'est sur l'auditeur fait allusion à l'affaire de la quenelle. Voilà. Donc de Dieudonné. Oui, bien sûr. Alors, Aratoragnan. Oui, juste, je voudrais, je comprends ce que veut dire notre auditeur, mais j'attire quand même son attention sur le risque de la concurrence des mémoires, et c'est effectivement aussi ce qui était en jeu avec l'affaire Dieudonné, parce que ce que disait Dieudonné, en gros, derrière l'histoire de la quenelle et derrière toute l'idéologie de Dieudonné, c'est le message est le suivant: le discours, la mémoire de la Shoah fait obstacle et fait barrage à la visibilité de la souffrance de l'esclavage au XIXe siècle. Donc on est complètement dans l'affaire Dieudonné et c'est la logique de Dieudonné, c'est la concurrence des mémoires. Alors je dis, faisons très très attention, nous, de ne pas tomber dans ce travers absolument ridicule, contre-productif et détestable. On a effectivement une cause à défendre. Il fallait laisser, on a bien sûr affirmé il y a eu des éditos, il y a eu des articles, notre solidarité avec la communauté juive à ce moment-là, et il était intéressant de laisser le processus aller jusqu'au bout, parce que ce qu'il en est sorti, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, le principe de la défense de la dignité humaine, à un moment donné, est supérieur au principe de la liberté d'expression, en ce qui concerne notamment le négationnisme, le racisme, l'antisémitisme, ces questions-là qui ne sont pas des opinions, mais on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Martin Gabrielian, sur cette question. Alors d'abord juste sur Taubira, je voudrais juste dire, malgré donc il y avait l'émotion, l'intelligence dans ce discours, mais il y avait une phrase très importante quand elle a parlé de la force de la terre d'Arménie et elle a placé la ministre de la République le mont Ararat sur la terre arménienne, alors que pour nous c'est un territoire occupé aujourd'hui par la Turquie. Quand la ministre de la République parle du mont Ararat en parlant de la terre arménienne, ça me touche énormément. Sur la question qui concerne les problématiques de liberté d'opinion et d'expression, rappelons-nous, Gül, dans sa conférence de presse, il a voulu donner une leçon à la France en disant que nous avons changé nos lois. Désormais en Turquie,
On peut parler de tout, y compris ces questions. Il faisait allusion au génocide arménien et il disait « Je voudrais qu'en France, vous fassiez de même ». Soi-disant, la France n'est pas le pays de la liberté d'opinion. Et je pense que notre combat de demain, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Pierre Nora, on ne parle plus de ces collectifs qui veulent défendre la recherche historique et la liberté d'expression au détriment de cette loi qui devrait nous protéger et protéger notre mémoire. Moi, je pense que ces gens-là vont rejaillir le jour où cette loi va venir à l'ordre du jour. Et il faut se préparer à ça pour expliquer que malgré l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et il faut faire un scandale pour dire que le génocide arménien, c'est un mensonge international. Le négationnisme, ça n'est pas une opinion, et nous avons un devoir de sensibilisation, de pédagogie et d'explication pour arriver à minimiser ces freins qui vont se soulever face à nous, parce que le lobby turc, vous l'avez rappelé, avec Erdogan, avec Gül, pendant la rencontre avec leurs ambassadeurs à travers le monde, ils l'ont clairement dit, 2015, c'est une année catastrophique pour nous, il faut que nous, Turcs, nous brillions cette année-là. Donc, il y a un travail qui se prépare, il faut qu'on suive ces préparations. Alors, je vais prendre les derniers auditeurs et vous demander de ne plus appeler car cette émission arrive à son terme. Nous avons débuté l'émission Carte sur table ce jour avec un peu de retard. Nous en excusons. C'est pourquoi nous prolongeons au-delà de 11h30. Alors, avant de donner la parole aux éditeurs qui patientent, concernant cette affaire Dieudonné, juste pour préciser que dimanche dernier, lors de la manifestation dans laquelle on a mis beaucoup de choses, hein, pas la nôtre, hein, mais celle qui était contre François Hollande, qui a réuni les partisans de Dieudonné, les opposants au mariage pour tous, enfin bon, un petit fourre-tout. Sur BFM TV, il a été dit que les Arméniens étaient présents dans cette manifestation, donc c'est l'occasion de démentir. Il n'y avait pas d'organisation arménienne présente qui avait appelé à soutenir cette manifestation anti-Hollande, et qu'il y avait peut-être un Arménien parmi les manifestants, mais ça ne représente pas l'ensemble de la communauté, d'où cette précision apportée, parce que BFM TV a eu une mauvaise information. Mais alors, malgré tout, a couvert notre manifestation. Et a couvert notre manif, oui. Les chaînes d'infos continues sont présentes pour des événements comme celui-là. Il y a eu quand même quelques images. Contrairement à ce que disent certains. Alors nous allons prendre les derniers auditeurs. Bonjour. Le dernier auditeur. Bonjour. C'est à vous. On vous écoute. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour à tout le monde. Vincent Gabrielien vient de parler de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Je voudrais juste demander aux représentants du CCAF où en est la pétition qui est lancée par CCAF. D'accord. Très bien. Et s'ils peuvent la relancer. Nous dire où on en est, effectivement. Merci pour cet appel qui clôt les appels de nos auditeurs pour ce carte sur table de ce jour. Merci, au revoir. Alors, où on en est du côté de la pétition contre l'arrêt Perinček ? Il y a eu 2 pétitions de lancées, un sur le site Mes pétitions. Enfin, la même pétition sur 2 sites. La même pétition sur 2 sites et sur un site change.org. Oui. Cette pétition a été traduite en plusieurs langues, français, en anglais, en arménien oriental, en espagnol. Bon, et on attend maintenant. Il y a même une traduction en turc qui va être adjointe à cette pétition. La difficulté, si vous voulez, à laquelle on est confronté dans cette pétition, c'est que pour l'instant, elle est essentiellement portée par les sites français et qu'elle n'est pas vraiment reprise au niveau international, ni en Arménie, ni en Russie, ni sur le continent américain. Et c'est un petit peu dommage. Et là, il y a un travail qui reste à faire, mais c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup le temps, de sensibilisation des communautés à l'étranger pour qu'elles prennent conscience que cette situation ne concerne pas seulement la Suisse, nous-mêmes on n'est pas Suisse, on est Français, ni même l'Europe, mais elle a une dimension véritablement très très néfaste sur l'ensemble de la cause arménienne. Et là, on est aussi confronté, on est à l'heure de la mondialisation, mais c'est vrai qu'on apprend aussi, et cette affaire nous met au défi de mener un combat mondial contre cette action. Et c'est vrai que là, on est dans un stade un petit peu expérimental. On n'a pas une grande expérience des combats internationaux et de la mobilisation, notamment à travers le net, sur des actions de ce type. Pour autant, aujourd'hui, entre les 2 pétitions, on a à peu près 3000 personnes qui ont signé.
ce qui est à l'échelle de la communauté arménienne de France, puisque ce sont essentiellement des Français, pas mal, ça fait presque une personne sur 100. Si vous faites une pétition avec une personne sur 100 rapportée à la communauté française, aux Français, beaucoup. Ça fait une pétition de 700 ou 500 000 personnes. Donc c'est important. Donc on est dans ce préciser. rapport-là. Ouais. C'est vrai que du point de vue du nombre, les Arméniens ne brillent pas du point de vue du nombre. On l'a déjà dit, et pour cause, c'est un peuple qui a été exterminé. On sera jamais 50 millions d'Arméniens. On aurait pu être 50 millions d'Arméniens aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le génocide. Alors, cette émission arrive à son terme, donc on va rapidement conclure et résumer vos propos. Alors, tout d'abord, la parole est à vous, Valtin Kapréelian, sur ces événements de la semaine. Alors moi, j'estime quand même que malgré notre volonté de toujours d'entendre clairement avec force le terme de génocide arménien prononcé par tout le monde, aussi bien sur la terre d'Arménie et par surtout des gens qui sont à nos côtés, François Hollande ne l'a pas fait. La mais terre de Turquie, en l'occurrence. Je parle de la Turquie, oui, pardon. La terre d'Arménie. Oui, lapsus. Mais par contre, j'estime sincèrement que Hollande, il aurait pu ne pas parler du tout de cette affaire. Pendant toute notre histoire de combat politique, nous avons vu des centaines de personnes qui nous ont promis des choses et au moment venu n'ont pas tenu leurs promesses. Je pense que ce qui a été dit, c'est à la hauteur de ce que pourrait être dit dans ces conditions-là, dans le cadre d'une visite d'État, avec les échanges qui sont propres à la France et à la Turquie, dire ce qui a été dit. Je pense sincèrement que c'était très fort. À nous, comme d'autres non-arméniens l'ont fait, ont relevé l'importance de ces propos. Ils les ont mis dans des cases les plus correctes, c'est-à-dire ils ont donné une visibilité dans cette visite d'État à ces quelques messages clés que François Hollande a pu prononcer. Moi, je considère vraiment que pour nous et pour la société civile turque, moi j'étais sur place, je sais comment les gens sont sensibles à ces quelques mots. Pour la société civile turque, et qui est notre allié à l'intérieur, nous avions besoin de ces propos, même si on attendait à un peu plus de virulence. Arat Touranian, alors en conclusion, est-ce qu'on peut pas aussi, nous, grossir un peu le trait ? Non, écoutez, je crois qu'il faut bien sûr positiver et capitaliser sur les acquis, mais il y a aussi une réalité, c'est que la question arménienne aujourd'hui a atteint un niveau sur la scène française qui est assez important et on peut pas en faire de toute manière abstraction. Et je vois pas, désolé, mais je vois pas comment il aurait pu en faire abstraction alors que la France a voté des lois qui ont défrayé la chronique contre le négationnisme, alors que le génocide est pris en charge par la République, alors que dans la presse, effectivement, dans un certain nombre de journaux de premier plan, on voit bien que la question arménienne, ne serait-ce que pour reprendre d'ailleurs les propos allusifs de Montebourg, est une des pierres d'achoppement dans les relations arméno-turques. Donc faire abstraction de cette pierre-là aurait été complètement un déni de réalité, c'était pas possible. Donc il y a eu une gestion de ça intelligente par le président de la République. Maintenant, pour nous, au risque d'être très banal, vous m'en excuserez, le combat continue, quoi, parce qu'il faut qu'on arrive au résultat, à la réalisation des promesses. Merci Arat Touranian. En quelques mots, rapidement, Mourad En Papazian. quelques mots, nous abordons cette année 2014, qui est une année décisive dans l'union avec le CCAF, dans la détermination, dans la préparation de cette année 2014 qui sera décisive notamment au niveau de la loi et qui préfigurera l'année 2015 en France mais également dans le monde entier. Nous préparons un programme 2015 très ambitieux, très fort, qui laissera effectivement des traces dans la société française, mais qui laissera également beaucoup de traces dans la société turque. Il y aura un avant et un après 2015 et nous encourageons véritablement le gouvernement turc de saisir cette opportunité historique, pour faire un pas vers la reconnaissance du génocide arménien en 2014 et reconnaître le génocide arménien en 2015. Si tel n'était pas le cas, il doit compter sur notre détermination pour aller au bout de notre combat,
qui d'ailleurs ne s'arrête pas à la reconnaissance du génocide. On est dans un processus de réparation future. Il faut régler cette question. Il n'y a aucune possibilité de mettre en place des processus de réconciliation si les idées ne sont pas claires sur ces questions-là. Messieurs, merci, et on donne rendez-vous à nos auditeurs, ne serait-ce que la semaine prochaine, pour un quart sur table qui sera consacré à la mission 2015. Merci de votre attention. Merci. À bientôt. Merci au revoir. Merci. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.